Tu as volé l'idée de ta sœur, a hurlé mon père au tribunal. Ma mère a ajouté, j'ai élevé un enfant ingrat. Ma sœur feignait de pleurer comme si elle était la victime. Tout ça parce que j'avais réussi sans leur aide. Je leur ai simplement posé une question, mon père a pâli. Ma mère s'est figée. Ma sœur a baissé la tête. Tu as volé l'idée de ta sœur, a hurlé mon père à travers la salle d'audience en pointant un doigt accusateur directement vers mon visage. Je m'appelle Audrey, une créatrice de 24 ans qui a bâti une entreprise très prospère entièrement à partir de rien. Ma mère a immédiatement enchaîné en hurlant qu'elle avait élevé une enfant ingrate, tandis que la prétendue victime faisait semblant de pleurer bruyamment. Toute cette indignation théâtrale s'est produite simplement parce que j'ai réussi entièrement sans leur soutien financier. Je me suis redressé devant le juge pour leur poser calmement une simple question qui allait détruire leur dossier. Si elle a réellement créé ces designs elle-même, alors comment expliquez-vous les preuves indéniables capturées par mon système de sécurité? La couleur a complètement quitté le visage de mon père tandis que ma mère se figeait de choc absolu. Ma sœur a baissé la tête car elle réalisait que son réseau élaboré de mensonges commençait enfin à s'effilocher. Avant que nous explorions comment ma famille a tenté de détruire ma vie, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour soutenir notre chaîne, qui vous apporte des histoires de relations chaque semaine. Tout a commencé à s'effondrer quelques jours plus tôt dans mon appartement situé à Salt Lake City. Mon assistante dévouée, Piper, m'aidait à examiner des dizaines d'échantillons de tissus pour le lancement d'une prochaine collection saisonnière. Un livreur a frappé bruyamment à la porte d'entrée pour me remettre une épaisse enveloppe juridique. J'ai ouvert le document lentement pour découvrir que mes parents me poursuivaient officiellement en justice au nom de ma sœur aînée. Ils exigeaient le transfert complet de la propriété de ma marque de mode sous l'accusation ridicule de vol de propriété intellectuelle. Le procès mentionnait que ma sœur venait d'annoncer une nouvelle collection de vêtements présentant des designs identiques à mes croquis non publiés. Les pièces manquantes du puzzle se sont assemblées dans mon esprit alors que je réalisais que quelqu'un avait malicieusement volé mes données commerciales confidentielles. Mon téléphone portable a soudainement vibré sur la table basse en verre juste après que mes yeux aient parcouru le dernier paragraphe de cette plainte juridique ridicule. Le mot maman clignotait de manière répétée sur l'écran lumineux pendant que j'étais assise là, digérant l'incroyable trahison orchestrée par ma propre famille. J'ai appuyé lentement sur le bouton accepter pour entendre ma mère Nancy sangloter bruyamment avant même que je puisse dire un seul mot de salutation. Elle s'est lancée dans un monologue en larmes, exigeant que je transfère immédiatement la propriété de mon entreprise à Peyton pour préserver notre harmonie familiale. Ses pleurs semblaient incroyablement forcés alors qu'elle essayait de me faire culpabiliser à propos de tous les prétendus sacrifices qu'ils avaient faits pendant mon enfance. Je lui ai rappelé fermement que j'avais bâti cette marque de mode entièrement à partir de rien, sans un seul centime de leur compte bancaire. Mon père, Brian, lui a violemment arraché le récepteur des mains pour hurler ses propres menaces furieuses directement dans le haut-parleur. Il a juré qu'il contacterait tous les principaux médias de Salt Lake City pour détruire complètement ma réputation commerciale si je refusais leur demande. Il a promis de me dépeindre comme une sœur voleuse qui a volé les brillantes idées de Peyton à moins que je ne signe les documents de transfert avant demain matin. J'ai écouté ces ultimatums agressifs avec une clarté absolue avant de répondre du ton le plus froid que je pouvais rassembler. Vous aurez des nouvelles de mon avocat car je vous verrai absolument tous au tribunal. J'ai déclaré sèchement avant de mettre fin à la communication de manière permanente. J'ai jeté l'appareil sur le coussin du canapé en essayant de réguler ma respiration après cette confrontation complètement toxique. Piper a été témoin de toute la conversation depuis son bureau avant de se retourner immédiatement vers ses multiples moniteurs d'ordinateur. Elle a suggéré que nous enquêtions sur l'infrastructure de sécurité de l'entreprise pour découvrir exactement comment Peyton avait obtenu ses croquis de collection non publiés. Ma brillante assistante a rapidement tapé des commandes dans le terminal principal pour accéder aux journaux de serveurs cryptés contenant notre historique de réseau interne. Nous avons passé plusieurs minutes tendues à regarder des lignes de code défiler sur l'écran tout en filtrant les enregistrements d'accès du mois passé. Piper a soudainement frappé la paume de sa main contre le bureau, pointant vers une entrée très suspecte surlignée en rouge sur le tableau de bord de sécurité. Le système avait enregistré une exportation massive de données impliquant le dossier exact contenant mes prochains designs saisonniers juste 2 semaines auparavant. Quelqu'un avait réussi à télécharger des gigaoctets de fichiers propriétaires directement depuis mon poste de travail personnel dans l'après-midi du 14 du mois dernier. J'ai regardé l'horodatage avec une confusion absolue car je me souvenais clairement d'avoir été à des kilomètres de là, à l'entrepôt de fabrication de tissus, tout cet après-midi-là.
Piper a affiché les détails de localisation pour confirmer que l'accès non autorisé provenait directement de l'adresse de protocole Internet à l'intérieur de mon appartement. Mon sang s'est glacé en réalisant que l'auteur était en fait entré physiquement dans mon espace de vie sécurisé pendant que j'étais occupé à travailler à l'autre bout de la ville. J'ai retracé frénétiquement mes pas concernant l'accès au bâtiment avant de me souvenir de la clé de rechange de la maison soigneusement cachée sous le pot de fleurs en céramique à l'extérieur. J'avais bêtement fourni à mes parents l'emplacement exact de cette clé cachée des années auparavant, strictement pour les situations d'urgence. Peyton avait manifestement abusé de cette information privilégiée pour contourner ma porte verrouillée sans laisser de signe visible d'effraction. Elle est entrée nonchalamment dans mon sanctuaire pour voler ma propriété intellectuelle. Pendant que je transpirais activement sur le sol de production, construisant mon rêve, j'ai ordonné à Piper de révoquer instantanément tous les privilèges de réseau externe connectés à mon équipement de bureau à domicile pour empêcher toute nouvelle violation de données. Nous avions besoin d'une preuve absolue pour détruire leur procès fabriqué de toutes pièces au lieu de nous fier simplement à des horodatages circonstanciels liant Peyton à la scène du crime. J'ai ordonné à mon assistante d'accéder au serveur de surveillance secondaire, gérant les caméras de sécurité discrètes installées dans toute ma résidence privée. Nous avons navigué dans l'interface de stockage en nuage, espérant que la politique de conservation des vidéos n'avait pas déjà écrasé les images cruciales de cet après-midi spécifique. Mes mains tremblaient littéralement en sélectionnant la bonne date sur l'interface du calendrier pour enfin exposer la véritable profondeur de la tromperie de ma sœur. La barre de progression se chargeait lentement sur le moniteur alors que nous nous préparions à affronter la preuve visuelle indéniable de sa trahison impardonnable. J'ai alors réalisé que ma famille biologique m'avait officiellement déclaré la guerre, en utilisant les tactiques les plus lâches imaginables. Je me suis juré silencieusement que je m'assurerais qu'ils subissent les conséquences juridiques les plus sévères possibles pour avoir orchestré ce sabotage malveillant. Le moniteur principal s'est finalement rafraîchi pour afficher les images enregistrées par la caméra de sécurité extérieure durant l'après-midi du 14. L'horodatage numérique a vérifié le moment exact où Peyton s'est approché de mon Porsche, semblant totalement imperturbable par son intrusion imminente. La résolution de la caméra était d'une clarté cristalline, capturant chaque détail de son visage alors qu'elle regardait autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'observait. Elle a nonchalamment atteint le dessous du pot de fleurs décoratif en céramique pour récupérer la clé de rechange en métal sans vérifier du tout son entourage. Ma sœur a déverrouillé la lourde porte en bois en douceur avant de pénétrer dans mon sanctuaire privé sans manifester la moindre hésitation. Piper a basculé le flux vers la caméra de bureau interne, montrant Peyton se dirigeant directement vers mon poste de travail personnel posé sur le bureau. Elle a contourné l'écran de verrouillage principal sans effort car elle avait apparemment mémorisé mon mot de passe numérique lors d'une de ses précédentes visites non sollicitées. Elle a sorti une clé USB argentée de son sac à main de créateur avant d'insérer l'appareil directement dans la tour de l'ordinateur principal. L'angle de la caméra interne offrait une vue parfaite du moniteur de l'ordinateur, montrant les noms exacts des dossiers qu'elle transférait malicieusement. L'enregistrement montrait clairement qu'elle cliquait dans mes répertoires méticuleusement organisés pour copier les fichiers complets de la collection de mode saisonnière sur son unité de stockage portable. Elle a retiré la clé avec précaution avant de quitter les lieux, ne laissant absolument aucune trace physique de son cambriolage numérique. Je me suis rendu au cabinet d'avocat de mon avocat Russell, en centre-ville, tôt le lendemain matin, avec un disque dur sécurisé contenant les images extraites. Russell a branché l'appareil sur son ordinateur portable pour regarder la vidéo de surveillance tout en prenant des notes détaillées sur son bloc-notes jaune. Il a passé plusieurs minutes à rejouer les images plusieurs fois pour vérifier chaque action que Peyton avait effectuée dans mon bureau à domicile. Il a mis l'enregistrement en pause exactement au moment où Peyton insérait le lecteur de stockage pour examiner minutieusement ses mouvements très calculés. Il s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir pour expliquer que les preuves visuelles d'intrusion restaient insuffisantes pour prouver le vol de propriété intellectuelle de manière indépendante. Russell a précisé que nous avions besoin d'une preuve concrète identifiant le contenu exact copié sur son appareil pour satisfaire aux exigences légales strictes. Il m'a demandé d'appeler Piper immédiatement afin qu'elle puisse extraire les métadonnées internes des fichiers documentant les détails exacts du transfert de données. J'ai passé l'appel tout en arpentant le bureau spacieux, attendant que mon assistante se replonge dans le système de serveur principal. Piper a utilisé un logiciel de diagnostic spécialisé pour tracer les signatures numériques uniques intégrées dans mes fichiers vectoriels originaux, vérifiant leur véritable origine. Piper a expliqué par téléphone que les métadonnées servent d'empreintes digitales numériques invisibles, s'attachant de manière sécurisée à chaque fichier créé sur ma machine. Elle a travaillé à distance pour compiler un rapport d'expertise numérique complet,
montrant les dates de création spécifiques qui correspondaient parfaitement aux tailles des fichiers téléchargés. Le document d'expertise qui en a résulté a fourni une chaîne de possession indéniable liant mes concepts créatifs originaux directement au fichier que Peyton a volé. Mon assistante a envoyé le paquet de données cryptées directement à Russell, prouvant de manière définitive que Peyton avait exécuté une opération ciblée de vol d'entreprise. Il a souligné que Peyton avait déposé l'enregistrement de la marque pour ses créations quelques jours seulement après avoir accédé illégalement à mon réseau sécurisé. Russell a examiné méticuleusement les journaux d'expertise avant de déclarer que nous possédions actuellement une défense totalement à toute épreuve contre leur procès civil fabriqué. Il a attrapé son stylo plume préféré pour commencer à rédiger une contre-poursuite brutale accusant ma sœur d'espionnage industriel ainsi que d'accès non autorisé à un ordinateur. Russell a expliqué sa stratégie juridique agressive consistant à déposer une requête urgente pour lancer la phase de communication des pièces sans délais inutiles. La phase de communication des pièces reste l'arme la plus critique en contentieux civil car elle empêche la partie adverse de dissimuler des preuves préjudiciables. Cette manœuvre procédurale spécifique contraindrait légalement mes parents ainsi que Peyton à soumettre tout leur dossier de communication interne concernant la ligne de mode volée. Russell a souligné que le processus formel de communication des pièces nous accorde l'autorité légale de les forcer à entrer dans une salle pour des dépositions sous serment très bientôt. Ma famille devrait répondre à nos questions directes sous peine de parjure pendant qu'un sténographe judiciaire transcrirait chaque mensonge qu'il raconterait. Il a imprimé les documents de contre-litige complétés avant de faire glisser l'épaisse pile de papier sur le bureau en bois poli pour mon approbation finale. J'ai lu les allégations juridiques dévastatrices détaillant exactement comment Peyton avait orchestré le vol pour lancer sa propre marque de vêtements illégitimes. J'ai signé fermement les documents juridiques officiels pour autoriser la contre-attaque agressive contre les individus qui tentaient de me voler tout mon gagne-pain. Russell a poussé une copie dupliquée des demandes financières de la partie adverse sur son bureau en bois brillant tout en pointant un stylo en argent directement vers les chiffres monétaires gonflés que mes parents insistaient pour recevoir. Il m'a interrogé intensément sur les antécédents financiers de ma famille car il sentait un motif sous-jacent plus profond motivant leur procès absurde au-delà de la simple jalousie professionnelle. J'ai pris une profonde inspiration avant de révéler un sombre secret que j'avais enterré pendant 7 ans. J'ai expliqué que lorsque j'avais 17 ans et que j'avais besoin d'une opération à cœur ouvert désespérée pour me sauver la vie, ma grand-mère aimante avait créé un fonds fiduciaire médical dédié d'une valeur de $250 000 spécifiquement pour mes frais d'hospitalisation. Comme j'étais encore mineur lors de cette étape médicale, Brian et Nancy ont légalement assumé le contrôle total des actifs financiers en tant que mes tuteurs. Ils ont complètement abusé de cette responsabilité fiduciaire en vidant chaque dollar de ce compte médical pendant que je me remettais dans une chambre d'hôpital stérile. Ils ont remis toute la fortune à Peyton pour qu'elle puisse financer des vacances de luxe prolongées à travers l'Europe sous le prétexte d'une initiative de réseautage professionnel précoce. J'ai supporté le fardeau écrasant de mes factures médicales entièrement grâce à un emploi à temps partiel épuisant tout en luttant pour obtenir mon diplôme d'études secondaires avec des notes académiques acceptables. Les agents de recouvrement de dettes hospitalières agressifs sont devenus une partie normale de mon existence quotidienne. Pendant que ma sœur publiait des photographies portant des vêtements de marque sur diverses plateformes de médias sociaux, Russell écoutait attentivement sans interrompre tout en documentant chaque détail choquant sur son bloc-notes jaune avant de lever les yeux avec une expression profondément solennelle sur son visage. Il a souligné que cette trahison financière malveillante représentait un schéma systémique d'exploitation économique qui remontait à plusieurs années avant mon succès commercial actuel. Il a insisté sur le fait que révéler cette histoire de fonds médicaux cachés briserait complètement l'image parentale immaculée que ma mère et mon père maintenaient méticuleusement au sein de notre communauté locale. Il a expliqué les statuts juridiques spécifiques régissant les responsabilités fiduciaires pour démontrer comment Brian et Nancy avaient violé les lois fédérales en détournant ces fonds médicaux restreints. Établir un historique documenté d'abus financiers fournirait à notre défense un avantage psychologique écrasant lors des prochaines dépositions formelles. Il a fait glisser un nouveau formulaire d'autorisation sur le bois poli, demandant ma signature pour assigner officiellement les relevés bancaires anciens d'il y a 7 ans. J'ai signé les papiers sans un seul moment d'hésitation, sachant que confrontés leurs crimes passés leur ôteraient enfin leur fausse façade morale pour toujours. Russell a souri froidement en collectant les documents signés car il réalisait que cette preuve financière exacte détruirait leur crédibilité devant le juge président lors du procès. Il a noté que prouver leur longue histoire de manipulation financière rendrait absolument impossible pour eux de convaincre qui que ce soit de leur récit de victimisation fabriqué concernant ma marque de mode. Il m'a conseillé de me préparer mentalement à la confrontation émotionnelle intense qui nous attendait dans la salle de déposition une fois que ces relevés bancaires assignés arriveraient en toute sécurité à notre bureau d'avocat du centre-ville.
Il a détaillé les techniques d'interrogatoire qu'il prévoyait d'utiliser pour piéger mes parents à commettre un parjure avant de révéler les relevés bancaires accablants. J'ai confirmé ma disponibilité absolue à affronter les individus exacts qui ont priorisé le financement du style de vie luxueux de ma sœur plutôt que de sauver ma vie d'adolescente d'une condition médicale fatale. Il m'a congédié pour l'après-midi tout en me demandant de me concentrer entièrement sur la gestion de mes opérations d'entreprise pendant que son équipe juridique traitait discrètement les assignations financières. Je suis sorti du bâtiment du centre-ville dans l'air vif de Salt Lake City, ressentant un profond sentiment de libération envahir mon corps. Le lourd secret que j'avais porté en silence pendant près d'une décennie se transformait enfin en une arme juridique mortelle conçue exclusivement pour démanteler tout leur réseau de mensonges. Je suis retourné directement à mon siège social où Piper attendait mon arrivée pour examiner les calendriers de production préliminaires pour le lancement de notre prochain produit saisonnier. Nous nous sommes complètement immergés dans notre flux de travail créatif tout en sachant que le système judiciaire forcerait bientôt ma famille biologique à répondre de ces crimes impardonnables contre moi. Chaque croquis de tissu que nous examinions ensemble représentait mon indépendance durement gagnée d'un foyer toxique. Traitant ma propre survie comme un fardeau financier inopportun, j'ai demandé à Piper d'accélérer notre calendrier de fabrication pour garantir que notre nouvelle collection soit lancée avec succès malgré les distractions juridiques en cours. Je me sentais complètement à l'abri de leur tactique d'intimidation toxique car ma stratégie juridique agressive possédait désormais la base ultime requise pour écraser définitivement leur litige malveillant. Le petit voyant rouge de l'enregistreur numérique a commencé à briller de manière continue tandis que la sténographe judiciaire certifiée installait ses doigts sur le clavier de sa machine de sténographie. Russell était assis directement en face de la table de conférence, maintenant une expression intensément concentrée tout en regardant ses dossiers organisés contenant nos principales pièces à conviction. Ma sœur Peyton était assise rigidement entre nos parents, se tortillant nerveusement tout en lissant à plusieurs reprises le tissu de sa blouse de créateur coûteuse. Mon père Brian croisait les bras de manière défensive tandis que ma mère Nancy offrait un faible sourire nerveux au conseil juridique adverse assis à côté d'eux. J'étais assise en silence à côté de mon avocat, observant les individus exacts qui avaient orchestré mon immense souffrance, me préparant à faire face à leur inévitable châtiment légal sous peine de parjure. Russell a complètement ignoré les images de la caméra de sécurité extérieure pendant les premiers moments de la procédure pour se concentrer entièrement sur les qualifications professionnelles en design. Il a fait glisser plusieurs croquis vectoriels originaux ainsi que des dossiers de mets d'entreprise interne sur la table en acajou poli, directement devant Peyton. Il lui a demandé d'expliquer les procédures de développement complexes requises pour transformer ces croquis préliminaires en vêtements saisonniers commercialement viables. Il a exigé des explications techniques détaillées concernant les méthodologies spécifiques de patronage ainsi que les classifications de poids industriels précises pour les tissus sélectionnés. Peyton a ajusté nerveusement son col tout en balbutiant une collection de mots à la mode vague, complètement dépourvue de toute terminologie légitime de l'industrie de la mode ou de substances techniques. Elle a tenté d'esquiver les questions techniques en affirmant que sa vision créative primait sur la nécessité de comprendre les spécifications de fabrication banales ou les mathématiques des patrons structurels. Russell l'a pressé davantage en pointant des annotations de couture propriétaires spécifiques clairement marquées sur les marges de mes documents d'œuvres d'art originales. Elle a regardé fixement les diagrammes techniques, incapable d'identifier les techniques de construction de base qu'elle était censée avoir inventées pour sa ligne de vêtements indépendante. Son arrogance professionnelle initiale s'est complètement évaporée lorsqu'elle a réalisé que son incompétence absolue était totalement exposée sous serment dans le procès-verbal officiel. Elle s'est tournée frénétiquement vers sa représentation légale, espérant une objection qui ne s'est jamais matérialisée car les règles de déposition fédérales empêchent les avocats de coacher les témoins sur des sujets techniques. Russell a observé tranquillement sa panique croissante avant de fermer son dossier de design pour introduire une catégorie de documentation complètement différente dans le dossier officiel. Il a sorti une liasse épaisse de dossiers financiers de sa mallette avant d'aligner soigneusement les pages sur la surface de la table de conférence en bois. Il a fait glisser les relevés bancaires anciens détaillant les transactions du fonds fiduciaire médical d'il y a 7 ans directement dans le champ de vision de mes parents. Ma mère, Nancy, a reculé, pressant rapidement sa colonne vertébrale contre le fauteuil en cuir tout en haletant de manière audible devant la preuve indéniable. Mon père, Brian, s'est penché en avant pour inspecter les numéros de compte avant que son expression faciale ne vire à une nuance alarmante de gris pâle. Ces relevés financiers assignés documentaient clairement les retraits d'espèces non autorisés effectués exactement au moment où mes factures d'hôpital d'adolescente restaient complètement impayées sous leur tutelle. Russell a lu les descriptions des transactions à voix haute dans le microphone actif, détaillant comment ils avaient détourné les fonds de l'hôpital vers des dépenses de voyage de luxe international.
Brian a frappé la paume de sa main ouverte contre la surface de la table de conférence tout en criant des dénégations furieuses dirigées vers l'avocat impassible assis en face de lui. Il a affirmé frénétiquement qu'il possédait une autorisation légale totale pour réaffecter ses ressources financières spécifiques pour soutenir Peyton pendant ses années de développement cruciales. Nancy a éclaté en larmes hystériques immédiatement, accusant mon père d'avoir orchestré le transfert financier illégal derrière son intuition maternelle. Elle a pointé un doigt accusateur sur son mari tout en insistant sur le fait qu'elle n'avait jamais connu la source monétaire réelle finançant les voyages de Peyton à travers l'Europe. Peyton s'est jointe à la dispute en les accusant tous les deux d'avoir ruiné son avenir en l'entraînant dans un procès frauduleux qu'il ne pourrait jamais gagner. Elle a hurlé qu'ils auraient dû détruire ses relevés bancaires au lieu de laisser une trace écrite permanente documentant leur négligence fiduciaire. Les trois membres de la famille se sont pointés du doigt les uns les autres tout en hurlant des obscénités absolues dans la salle de déposition formelle. Leur avocat de la défense engagé a tenté en vain de rétablir l'ordre en demandant une suspension temporaire pour calmer ses clients complètement déséquilibrés. Russell s'est penché en arrière confortablement, laissant le conseil juridique adverse se débattre impuissant contre le chaos croissant qui consumait toute sa stratégie de défense. La sténographe judiciaire certifiée a continué de taper chaque accusation désespérée sur sa machine de sténographie, documentant leur effondrement domestique total pour le procès à venir. Je suis resté assise en silence à côté de Russell, regardant les individus qui m'avaient tourmenté pendant des années se détruire enfin eux-mêmes sans nécessiter d'autre intervention. Le lourd marteau en bois a frappé le bloc sonore judiciaire, résonnant bruyamment dans la caverneuse salle d'audience civile située au centre-ville de Salt Lake City. La juge-présidente a ajusté sa robe noire tout en déclarant le commencement formel du litige très attendu sur la propriété intellectuelle. Le conseil juridique adverse s'est levé immédiatement derrière sa table désignée pour présenter ses arguments d'ouverture défendant ma sœur Peyton. Il a parlé avec une confiance théâtrale tout en décrivant un récit complètement fabriqué concernant un prétendu accord de partenariat verbal entre nous. L'avocat a soutenu agressivement que Peyton avait fonctionné comme une co-créatrice égale pendant toute la phase de développement de ma prochaine collection saisonnière. Il a affirmé qu'elle possédait une autorisation complète pour accéder à ma résidence privée sur la base de cet accord verbal inexistant que nous aurions prétendument finalisé il y a des mois. Mes parents, Brian et Nancy, ont hoché la tête avec enthousiasme depuis les sièges de la galerie tout en validant cette histoire fictive ridicule devant la juge observatrice. Russell est resté assis calmement à côté de moi tout en prenant des notes méticuleuses sur son bloc-notes avant de finalement se lever pour lancer notre contre-offensive. Mon avocat a complètement contourné la déclaration d'ouverture traditionnelle en convoquant immédiatement notre principal témoin expert à la barre des témoins désignés. Un enquêteur en criminalistique numérique certifié a traversé la salle d'audience en tenant un ordinateur portable sécurisé contenant nos preuves technologiques extraites. Le greffier a administré le serment officiel pendant que l'expert connectait son appareil crypté directement au système de projection centrale de la salle d'audience. Russell a demandé aux témoins d'afficher les images de sécurité extérieure capturant Peyton utilisant la clé de rechange cachée cet après-midi spécifique. Le grand écran de projection a illuminé la pièce faiblement éclairée, montrant ma sœur s'introduisant sans aucune hésitation dans mon espace de travail privé. Le conseil adverse a bondi, criant une objection, affirmant que la vidéo ne prouvait aucun vol de données réelles. La juge a immédiatement rejeté l'objection prématurée tout en ordonnant à notre expert numérique de poursuivre sa présentation d'expertise hautement technique. Russell a demandé à l'expert de donner des détails sur la séquence exacte des répertoires violés lors de cette session de connexion non autorisée au réseau cet après-midi-là. L'enquêteur a détaillé les chemins de fichiers spécifiques que Peyton a parcourus, montrant qu'elle a contourné les dossiers généraux pour cibler mes designs propriétaires non publiés les plus précieux. L'enquêteur a changé l'affichage visuel pour révéler les journaux d'accès système complexes extraits directement du serveur réseau de mon poste de travail personnel. Il a pointé un pointeur laser vers l'écran surligné, démontrant l'horodatage exact qui correspondait parfaitement à son entrée physique dans mon appartement. L'expert a ensuite ouvert une analyse comparative côte à côte présentant les métadonnées cryptées attachées aux fichiers spécifiques récupérés sur l'ordinateur de Peyton. Il a expliqué clairement que chaque dessin numérique possédait une signature cryptographique unique provenant exclusivement de mes composants matériels personnels. Le logiciel d'expertise a identifié une correspondance absolument identique, prouvant que les fichiers volés conservaient mon code source sous-jacent malgré ses tentatives maladroites de modification. Il a témoigné qu'un partenaire collaboratif légitime posséderait des identifiants de réseau personnels plutôt que de recourir à des méthodes d'extraction physique furtive. Le conseil adverse a tenté un contre-interrogatoire faible en remettant en question la fiabilité du logiciel d'expertise utilisé lors du processus d'extraction numérique.
L'expert a dévié cette tactique désespérée en énumérant ses qualifications auprès des forces de l'ordre fédéral ainsi que l'acceptation universelle de cet outil de diagnostic. Il a mis au défi l'avocat de la défense de produire un seul analyste technologique indépendant qui pourrait légitimement contredire les empreintes digitales numériques immuables affichées aujourd'hui. Le témoin a témoigné sous serment que les preuves techniques confirmaient une extraction délibérée de propriété intellectuelle plutôt qu'un processus de partage de conception collaboratif. Cette preuve technologique indéniable a instantanément écrasé la défense pathétique de co-créatrices que leur coûteuse équipe juridique avait passé des semaines à construire méticuleusement pour ce procès. Peyton a regardé fixement le grand écran de projection, réalisant que tout son réseau de tromperie était définitivement démantelé devant la juge présidente. Son avocat engagé a perdu son sang-froid en se retournant vers Brian, qui était assis, figé, la bouche légèrement ouverte. L'avocat de la partie adverse a balbutié quelques phrases incohérentes avant de finalement laisser tomber son épais classeur de litige sur son bureau en signe de défaite absolue. Il s'est affalé dans son fauteuil en cuir, incapable de formuler un seul contre-argument cohérent face aux données d'expertise accablantes présentées aujourd'hui. Russell a remercié l'expert témoin professionnellement avant de retourner à notre table désignée, avec un air de satisfaction suprême sur son visage. La juge s'est penchée en avant, regardant par-dessus ses lunettes de lecture tout en exigeant que la défense présente une réfutation légitime à cette révélation technologique dévastatrice. La salle d'audience est tombée dans un silence de mort absolu tandis que ma famille biologique cherchait désespérément une issue miraculeuse. Ils ont finalement compris que leur tentative malveillante de voler mon empire corporatif s'était complètement effondrée sous le poids écrasant de la réalité empirique indéniable. L'enquêteur en criminalistique numérique certifié est descendu du podium des témoins surélevé, laissant un silence absolument suffocant planer sur toute la salle d'audience du centre-ville. La magistrate présidente a ajusté ses épaisses lunettes de lecture avant de livrer une réprimande verbale cinglante dirigée directement vers la table de la défense adverse. Elle a regardé directement les plaignants tout en exprimant un dégoût absolu concernant leur tentative flagrante de manipuler le système judiciaire à des fins de gains financiers personnels. La juge a officiellement rejeté la plainte civile futile avec préjudice extrême tout en déclarant que les preuves technologiques présentées prouvaient une intention malveillante indéniable. La Cour honorable a formellement reconnu ma propriété légale exclusive sur la marque de mode contestée ainsi que sur chaque enregistrement de marque associée sans autre débat. Le décret judiciaire finalisé a légalement contraint ma sœur Peyton à payer des dommages et intérêts économiques substantiels, indemnisant ma société pour la grave perturbation opérationnelle qu'elle a volontairement causée. La magistrate a explicitement ordonné le remboursement immédiat de ses fonds fiduciaires médicaux détournés totalisant $250 000 ainsi que des années d'intérêts accumulés. L'atmosphère à l'intérieur de la salle d'audience a changé radicalement lorsque la juge a demandé à l'huissier officiel de sécuriser les pièces à conviction physique pour un transfert interdépartemental immédiat. Elle a déclaré que l'ampleur de l'exploitation financière documentée nécessitait une escalade immédiate au-delà des limites standards des procédures de litige civil normales. La magistrate a officiellement ordonné le transfert du dossier complet directement au bureau du procureur du district local pour lancer immédiatement des enquêtes criminelles formelles. Les poursuites pénales imminentes cibleraient spécifiquement le vol de propriété intellectuelle ainsi que la fraude très documentée du fonds fiduciaire médical commise 7 ans auparavant. Elle a précisé que l'exploitation d'un mineur vulnérable nécessitant une chirurgie à cœur ouvert constituait une violation criminelle grave justifiant une intervention immédiate du procureur par les autorités de l'État. Peyton a soudainement éclaté en crise hystérique tout en s'agrippant désespérément au bord de la table en bois du défendeur, tentant de comprendre son incarcération imminente par l'État. Elle a supplié son avocat vaincu de faire appel immédiatement tout en ignorant la réalité que les renvois aux criminels opèrent complètement en dehors des juridictions d'appel civil. Mon père Brian a enfoui son visage pâle dans ses mains tremblantes tout en s'effondrant lourdement dans son fauteuil en cuir désigné. Il a visiblement rétréci physiquement sous le poids écrasant de l'humiliation publique combinée à la perspective terrifiante de faire face à des peines de prison fédérale. Nancy a laissé tomber son sac à main de créateur sur le sol moquetté avant de sangloter de manière incontrôlable sur la destruction totale de sa réputation sociétale soigneusement entretenue. Elle a tendu la main pour essayer de saisir son mari pour un soutien émotionnel tandis qu'il repoussait son bras avec force, murmurant des accusations amères sous son souffle. Leur coûteux avocat de la défense a simplement emballé ses documents juridiques impeccables en silence sans offrir un seul mot de réconfort à ses clients complètement brisés. L'avocat comprenait parfaitement que représenter ces individus totalement discrédités dans un procès pénal à venir nuirait gravement à sa propre carrière professionnelle. Il a fermé la fermeture éclair de sa mallette en cuir avant de sortir rapidement par les doubles portes en bois, laissant la famille en pleurs totalement abandonnée à leur table.
Russell a hoché la tête avec approbation tout en organisant nos documents de litige victorieux pendant que je regardais mes parents biologiques abusifs faire enfin face à la dévastation absolue qu'ils méritaient amplement. Je suis resté complètement stoïque en observant l'effondrement chaotique qui se déroulait à quelques mètres de ma place assise dans la salle d'audience. La juge a frappé son lourd marteau en bois une dernière fois pour ajourner officiellement la procédure civile avant de se retirer dans ses chambres judiciaires privées. Des agents de sécurité du tribunal en uniforme se sont approchés de la table du plaignant, leur demandant de quitter les lieux tout en les menaçant d'outrage au tribunal s'ils continuaient de crier. Brian a attrapé Peyton par le haut du bras tout en la traînant de force vers la sortie principale alors qu'elle continuait de se lamenter sur sa carrière de mode ruinée. Nancy les suivait de près tout en cachant son visage en larmes derrière un foulard en soie, espérant éviter le regard du personnel restant de la salle d'audience. Je me suis levé lentement tout en boutonnant ma veste de costume sur mesure, ressentant un profond sentiment de clôture, remplaçant l'anxiété lourde que j'avais portée pendant des années. Mon brillant avocat m'a serré fermement la main tout en me félicitant d'avoir réussi à retrouver mon indépendance complète de leur sphère d'influence profondément toxique. Nous avons rassemblé nos lecteurs de preuves numériques restants ainsi que les ordonnances judiciaires finalisées, confirmant ma victoire absolue sur leur stratagème d'extorsion élaboré. J'ai descendu avec confiance l'allée centrale de la salle d'audience vide sans jeter un seul regard en arrière vers les portes de sortie qu'ils avaient utilisées. L'immense couloir de marbre à l'extérieur de la chambre judiciaire semblait incroyablement vaste alors que je prenais ma première véritable bouffée de liberté en tant que femme entièrement disculpée. Environ une année complète après cette victoire décisive au tribunal, j'étais assise confortablement dans mon vaste bureau exécutif d'angle, examinant nos derniers rapports de revenus trimestriels. J'ai apposé ma signature sur plusieurs contrats de distribution internationaux lucratifs tout en écoutant l'activité commerciale trépidante qui résonnait à l'extérieur de ma lourde porte en bois. Le système de justice pénale de l'État a traité avec succès Peyton à travers sa vaste machine bureaucratique, aboutissant à une peine de prison fédérale obligatoire de 3 ans après un procès remarquablement rapide. Mon ancienne sœur a troqué sa garde-robe de créateur volé contre des uniformes d'établissement correctionnel standard après avoir plaidé coupable de vol de propriété intellectuelle qualifiée de crime. Brian et Nancy ont fait face à leur propre châtiment juridique dévastateur concernant leur détournement frauduleux de mes actifs du fonds fiduciaire médical protégé. Le procureur de district a systématiquement démantelé tout leur portefeuille financier pour récupérer chaque dollar volé ainsi que des amendes judiciaires punitives massives dictées par la magistrate présidente. Mes parents ont été contraints à une liquidation de faillite rapide, les obligeant à vendre leurs luxueuses propriétés de banlieue juste pour satisfaire leurs dettes juridiques croissantes. Leur ancien cercle social aisé les a complètement ostracisés en découvrant la vérité horrifiante concernant leur abus systémique d'une adolescente malade. Mon assistante dévouée, Piper, a fait sonner mon interphone sécurisé, interrompant mon flux de travail productif pour annoncer une perturbation très inattendue se produisant près du bureau d'accueil principal. 2 individus désespérés contournant les protocoles de sécurité standard exigeaient une audience immédiate avec la directrice générale tout en provoquant un spectacle public massif. Je me suis approché prudemment des portes en verre dépolies pour découvrir Brian et Nancy debout, pitoyablement, dans mon hall d'entreprise immaculé, semblant complètement méconnaissables. Leurs apparences physiques auparavant impeccables s'étaient détériorées de manière significative, reflétant la dévastation absolue que leur compte bancaire avait subie au cours des 12 mois précédents. Ma mère sanglotait de manière incontrôlable tout en serrant un sac en plastique bon marché contenant ces quelques biens personnels restants récupérés de leur procédure de faillite. Mon père tordait nerveusement sa casquette de baseball délavée entre ses mains tremblantes tout en refusant d'établir un contact visuel direct avec la fille prospère qu'il avait malicieusement trahie. Ils ont plaidé pathétiquement pour un logement temporaire ainsi qu'une subsistance financière de base car leur refuge local pour sans-abri avait atteint sa capacité maximale pendant la saison hivernale glaciale. Nancy est tombée lourdement à genoux là, sur le sol en marbre poli, suppliant bruyamment ma compassion filiale illimitée. J'ai regardé la femme tremblante qui pleurait à mes pieds tout en ne ressentant absolument rien d'autre qu'un profond sentiment de détachement psychologique. Je leur ai dit explicitement à tous les deux que je pardonnais leur transgression monstrueuse uniquement pour purifier mon propre esprit de leur énergie résiduelle toxique qui me tirait en arrière. J'ai immédiatement précisé que le pardon personnel n'équivaut pas automatiquement à restaurer des relations brisées ou à fournir un accès illimité à mes ressources durement gagnées. J'ai établi une frontière impénétrable à ce moment-là en déclarant sans équivoque que mon siège social ne fonctionnerait jamais comme leur centre de réhabilitation d'urgence personnelle. J'ai refusé leur demande de logement sans détour avant de nier toute allocation monétaire future car ils avaient définitivement rompu nos obligations familiales il y a 7 ans, pendant ma plus sombre crise médicale.
Brian a tenté d'interrompre mon monologue en évoquant son statut paternel biologique, espérant manipuler mes vulnérabilités émotionnelles d'enfance profondément enfouies. J'ai instantanément fait taire sa tentative de manipulation pathétique en lui rappelant que les vrais pères protègent leurs enfants vulnérables au lieu de financer des vacances européennes avec des fonds médicaux volés. Je me suis détourné de leur silhouette sanglotante avant d'appuyer sur le bouton de panique argenté installé discrètement sous mon bureau d'accueil en acajou pour appeler la sécurité du bâtiment. 2 gardes en uniforme sont arrivés en quelques secondes pour escorter physiquement les intrus hors de mes locaux d'entreprise sans nécessiter d'autres instructions verbales de mon personnel administratif. J'ai regardé mes parents biologiques se diriger vers la rangée d'ascenseurs principaux tout en pleurant bruyamment sur leurs circonstances misérables créées entièrement par leurs propres choix horribles. Leurs cris désespérés se sont complètement estompés dans un silence total une fois que les lourdes portes métalliques se sont refermées, les isolant de manière permanente de ma réalité réussie. Je suis retourné lentement dans mon bureau d'angle privé avant de m'approcher des immenses fenêtres du sol au plafond donnant sur la ligne d'horizon tentaculaire de Salt Lake City. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide tout en regardant les minuscules véhicules naviguer à travers les intersections métropolitaines animées, loin en dessous de mon point de vue élevé. J'ai pris une profonde bouffée d'air pur tout en embrassant la paix absolue entourant la vie indépendante et brillante que j'avais méticuleusement protégée de mes propres mains. Mon empire de la mode très rentable s'est transformé avec succès d'un mécanisme de survie amer en un témoignage glorieux de mon triomphe ultime sur leur obscurité générationnelle.